Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis esto propitia. Topo pour aider les mamans à poser le cadre en fait de leur éducation dès les premiers âges, voilà, pour pouvoir comment dire, démarrer l'éducation sur de bons rails. Voilà. Avant de commencer, je voudrais vous développer un tout petit peu la magnificence de la mission de mère de famille. Voilà, vous élevez des enfants, nous élevons des enfants. Élever, c'est faire monter quelqu'un, et c'est le faire monter vers Dieu. Voilà, c'est le faire monter vers ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire sa destinée éternelle. Et il faut bien dire, nous préparons la place que nos enfants auront au ciel. Vous formez des êtres humains. Ah oui, quand on pense à un professeur, même un professeur d'université, Sciences Po, j'en sais rien, central, il remplit des cases avec des connaissances spécialisées. Nous remplissons des cases, mais surtout nous formons les cases. C'est former, quand on fait un tout petit peu de philosophie, former, c'est contribuer à l'être de la chose. Vous voyez, imaginez, je vous dis, pensez à du bois et de la sève. Ça vous dit rien, mais maintenant je vous dis, pensez à un arbre, ça a une forme, parce que ce bois et cette sève sont destinés à constituer un arbre. Retirez à l'arbre sa forme, vous le dénaturez. Retirez à un enfant sa forme, vous le dénaturez. Donc former un enfant, c'est sculpter son âme, c'est sculpter son intelligence, sa volonté, c'est former un caractère, une personnalité. Vous voyez, je lisais il y a peu l'art d'être maman que Monseigneur Rosier a écrit. Il était directeur général de l'œuvre d'adoption. Il écrivait « Michel-Ange amena son marbre de l'état de pierre brute à l'état de statue. Une mère amène l'homme de son état premier d'ignorance et d'inaction, semblable au bloc de marbre que le ciseau de Michel-Ange n'a pas encore mordu, à l'état de connaissance et d'action. Si du nouveau-né, vous savez former un homme, vous aurez réalisé un chef-d'œuvre incomparablement plus grand que celui de Michel-Ange. » Voilà, ça nous dit la beauté, alors surtout quand dans les moments on est un peu fatigué, on a beaucoup d'enfants sur le dos, beaucoup de choses, ça nous rappelle la beauté de l'œuvre que nous réalisons. Voilà. Et former un enfant, en fait, a pour but de former un adulte sain, droit, responsable, fort dans sa volonté. Quand vous formez un adulte, vous changez une partie de la société. Vous la changez par le rayonnement qu'il aura, naturel, surnaturel. S'il a une fonction un petit peu à responsabilité, par l'influence qu'il aura. Et puis, par ses propres enfants, ses petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Bref, vous êtes à l'origine d'une sorte de lignée catholique qui irradiera la terre. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement prendre la mesure des choses, si vous voulez. Il y a un adage de personnes âgées qui disaient « nos actes nous suivent ». Oui, nos actes nous suivent. À chaque fois qu'on pose quelque chose de bien en nos enfants, cet acte nous suivra dans le temps, dans les siècles à venir et dans l'éternité. Voilà. Et donc on forme un adulte, on influence une partie de la société, mais le plus important, c'est que nous allons rendre à Dieu son dû. Les enfants ne nous appartiennent pas, on dit notre enfant, mais en réalité c'est un don de Dieu, il nous délègue son autorité, il nous délègue sa capacité de création et il nous délègue sa mission. Et donc nous contribuons à remplir le ciel par nos enfants, nos petits-enfants, etc. Vous voyez. Et je pense qu'il faut avoir l'ambition d'une Sainte Monique, d'une Blanche de Castille, pour la terre et pour le ciel. Ça s'appelle le zèle. C'est pas de l'orgueil ou de la vanité, c'est le zèle. C'est vouloir
étendre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Un père disait qu'au jour du jugement suprême, saint Paul verrait défiler devant lui des armées de peuples conquis par lui, louant son zèle et sa charité. Eh bien, il faut espérer qu'il en soit de même pour nous. Voilà, et nous-mêmes, nous ferons partie de ces armées qui loueront d'autres mères de famille ou d'autres grands-mères qui ont prié pour nous. Vous voyez? Voilà, donc il ne faut jamais oublier cet adage. La mère se sauve par les fils. Alors c'est un terme générique, les fils, c'est-à-dire par ses enfants. Une mère qui remplit le ciel se sauve. Voilà, donc pour arriver à des choses plus concrètes, je vous propose en fait un certain nombre de quelques développements. D'abord, et puis en progressant en quelque sorte avec l'âge de l'enfant. Dans le petit âge, ce sont les besoins vitaux qui sont primordiaux. Manger, dormir, etc. Donc, je vais faire un développement aujourd'hui, principalement sur le sommeil. Vous allez être surprise, mais je pense que ça a une importance capitale. Ensuite, il faut poser le cadre naturel de l'enfant. Et là, il va y avoir deux développements qui me semblent très, très importants. D'abord, c'est notre responsabilité. Nous avons charge d'âme. Voilà. Et donc, il faudra développer quelles sont les qualités qu'il faut avoir comme parent, comme mère. Et puis, un chapitre auquel je tiens beaucoup, c'est l'équilibre entre l'affection et l'autorité. Il faut savoir témoigner son affection, comment la témoigner en fonction des différents caractères de l'enfant, mais aussi il faut savoir poser son autorité. Cette autorité, elle est un guide définitif vers de l'âge adulte. Voilà. Et après le cadre naturel, eh bien, il y aura le cadre surnaturel qui s'inscrit tout naturellement avec la vie de prière, la vie de sacrifice, parce que la vie, c'est en collant à celle de notre Seigneur Jésus-Christ que notre vie est la meilleure. Et voilà, il est vertus qu'il faudra avoir. Voilà, donc je vais entamer le premier petit topo, si vous voulez bien, sur le sommeil. Voilà. Pourquoi le sommeil? Parce qu'en fait, la maman, c'est, si vous voulez, la vie de famille est déterminée par l'état d'esprit de la maman. Beaucoup de choses tournent autour de la maman. Entre parenthèses, c'est pas pour rien que toute la fin du XXe siècle, les lois s'enchaînent, les lois en France et en Europe d'abord et dans le monde ensuite, puisque nous sommes moteurs en fait, avec l'avortement, la contraception, le travail de la mère, l'égalité entre l'homme et la femme, etc. Détruisez la maman, vous détruirez la société. Hein. C'est Robespierre qui l'avait dit. Détruisez la mère, voilà. Vous détruirez la société parce qu'elle est l'ancrage de la société. Elle a empêché la Troisième République de s'installer facilement. Les parlementaires le disaient. Enfin, on ne va pas s'étendre, mais si vous voulez, il y a un impact incroyable de la mère dans la société. Voilà. Et c'est en même temps très lourd, mais en même temps, c'est tout simple au quotidien. Et si la maman va bien, toute la famille va bien. Voilà. Et c'est pour ça que pour aller bien, un des points importants, c'est le sommeil qui va créer l'équilibre de la mère. Et puis le respect qu'elle aura, si vous voulez, dans son autorité, le respect qu'elle aura d'elle-même. Et qui va faire que l'enfant va tout naturellement respecter ses paroles, respecter ses exemples, respecter tout simplement l'être de sa maman. Voilà. Alors bien sûr, l'importance du sommeil, c'est l'importance des horaires. Dans les retraites de Saint-Ignace, on dit toujours, prenez comme résolution une heure de coucher, parce que de l'heure du coucher découle l'heure du lever, de l'heure du lever découle toute la journée. Voilà. Et alors, à Nantes, il y a le centre d'investigation du sommeil, et j'ai fait des recherches un petit peu sur l'université de Québec, où il y a un centre de recherche sur le sommeil aussi. Et c'est impressionnant la capacité de restauration que nous donne le sommeil. Il restaure les mécanismes de mémorisation. Le sommeil consolide la mémoire, en fait parce qu'il permet la connectivité des neurones. C'est le sommeil profond qui classe et qui organise notre mémoire. Je ne sais pas quels sont les âges de vos enfants, mais un enfant qui a lu sa leçon en rentrant de classe, qui la relit après la prière du soir,
Le lendemain matin, il la sait. Parce que la nuit, la mémoire a organisé, en fait, l'imprégnation des connaissances. Le sommeil restaure aussi les mécanismes de fatigue psychologique. Pour la mère, c'est important. Le sommeil profond nettoie les toxines qui se sont accumulées dans la journée. Donc, ça permet d'expurger, si vous voulez, les émotions négatives. Il va classer ces émotions. Alors la maman, avec le nombre d'enfants, avec parfois tout simplement dès le premier, les nuits un peu compliquées, il y a du stress, il y a même jusqu'à de l'angoisse, et il y a voilà, des énervements qui peuvent être un petit peu forts, exprimés violemment, par exemple, choses comme ça. Voilà. Enfin, le sommeil restaure aussi les mécanismes immunitaires. Et en réalité, il régénère, il aide à créer l'énergie nécessaire à la défense de l'organisme. Donc le manque de sommeil, à contrario, forcément, il entame nos capacités cognitives. Mais avec les capacités cognitives, c'est les capacités d'imagination et de création. Vous imaginez, c'est important de pouvoir imaginer, créer de nouveaux modes de communication, de joie, de jeu avec nos enfants, vous voyez. Et il affecte nos humeurs, donc forcément nous devenons irritables. Donc si vous vous énervez facilement, couchez-vous plus tôt et accordez-vous 8 à 9 heures de sommeil pendant plusieurs nuits. Voilà, alors certaines mamans deviennent très impatientes, d'autres se découragent. La patience, c'est la preuve que la maman ne baisse pas les bras. Elle s'énerve parce qu'elle n'arrive pas à ce à quoi elle veut aboutir. C'est la preuve qu'elle combat en réalité, mais elle perd elle-même les armes qu'elle veut utiliser. Et la maman découragée, c'est celle qui n'y croit plus. Alors, même chose, il faut se reposer. Voilà. Et voilà. Donc, en plus le manque de sommeil déséquilibre 3 hormones. Ça, c'est ce que j'ai lu voilà, dans les recherches universitaires. La leptine, c'est cette hormone qui donne l'impression de satiété. Et on dit que voilà, dès le plus jeune âge, s'il y a un dérèglement de la leptine, donc même pour l'enfant, si vous voulez, ça contribue très légèrement, mais tout doucement, au diabète, à l'obésité et aux maladies cardiovasculaires. Il y a la gréline qui stimule l'appétit. Donc forcément, voilà, on cherche, il y a des grignotages, de la nourriture ce qu'on appelle nourriture de compensation, en fait. Voilà. Et l'orexine, qui suscite le besoin de manger juste pour le plaisir. Et elle est produite, dans le manque de sommeil, elle est produite à haute dose. Et le bébé, c'est la même chose. Le sommeil favorise les mêmes mécanismes de mémorisation, d'apaisement, d'immunité, mais en plus, chez le bébé particulièrement, il permet la fabrication des hormones de croissance, donc les muscles, les os, les cartilages. Oui. Bon, donc bref, si vous voulez un adulte qui soit grand, beau, qui ait de la mémoire, qui soit fort et calme, qui soit jamais malade, bref, il faut qu'il dorme, quoi. Voilà. Alors, j'ai relevé les dernières recherches. Des choses qu'on sait aussi par expérience, mais qui sont confortées par les recherches hospitalières. Le nourrisson de 4 à 12 mois a besoin de 12 à 16 heures de sommeil. Le tout petit de 1 à 2 ans a besoin de 11 à 14 heures de sommeil. L'enfant de 3 à 5 ans a besoin de 10 à 13 heures de sommeil. Et l'enfant de 6 à 12 ans de 12 à 9 heures de sommeil. Et enfin, l'adolescent, on dit jusqu'à 18 ans, a besoin de 8 à 10 heures de sommeil. Voilà. La chose à privilégier pour que les enfants aillent bien, c'est vous. C'est vous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vous. Vous devez prendre soin de vous. C'est pas aller vous pomponner dans votre voilà. C'est dormir, vous donner les conditions, vous mettre dans les conditions qui vous permettent d'être une bonne mère de famille et de voir combien vous êtes vous-même, vous voyez les fruits immédiats de ce que vous faites. Voyez. Donc maintenant, je voudrais parler du bébé donc du bébé petit à petit avec grandissant, quoi, disons. Jusqu'à 3 mois, le bébé dort beaucoup, donc. Et alors, je ne sais pas si vous avez encore des bébés ou pas. Ça me manque un petit peu, je ne vous connais pas assez. Le bébé est assez vite, son sommeil est facilement bousculé. Il suffit simplement que l'emploi du temps soit un petit peu désorganisé et son sommeil est facilement gêné.
Il y a quelque chose que j'ai constaté au fil des ans, c'est lorsqu'il y a un petit bouleversement dans l'emploi du temps, le bébé peut mettre 2-3 jours à encaisser ce bouleversement. Ça veut dire que pendant 2-3 jours, il va pleurer. Ça veut dire 2-3 nuits aussi, hein, voilà. Mmh, voilà, et quelquefois le retour à la maison. On rentre de l'hôpital, de la clinique, voilà, sauf si on a eu son bébé chez soi, c'est une chose, voilà. Heu, voilà, il faut alors des choses toutes simples que 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 je vous conseille donc, c'est, favoriser un environnement stable pour le bébé. C'est-à-dire que vous lui attribuez un coin, une chambre si c'est possible. Sinon au début, bon bien sûr, on l'a parfois dans sa propre chambre, mais voilà. Mais toujours la même chambre, toujours le même berceau, voyez? Pour marquer des automatismes. Les automatismes du coucher aussi. Quand vous le couchez, voilà, un petit peu les mêmes mots si vous voulez, tout simplement, la même intonation. Hem, l'intonation, c'est quelque chose d'important. Vous devez prendre sur vous. Quand on est mère de famille, on doit tout le temps prendre sur soi. C'est probablement la gymnastique la plus difficile, au quotidien, parce que c'est minute après minute et donc vous devez déjà exercer une certaine autorité sur l'enfant. Cette autorité, c'est pas un ordre du tout. C'est tout simplement que, heu, vous lui transmettez votre sérénité. Vous lui transmettez votre assurance quand vous lui parlez. C'est-à-dire donc vous allez dire: «Je vais te coucher, tu vas dormir». Vous lui assurez qu'il va dormir, vous voyez? C'est vous, vous le rassurez en même temps, en lui disant que vous allez le coucher pour qu'il dorme et qu'il passera une bonne nuit, voilà. Vous pouvez monter un petit peu la température de la chambre. On dit qu'on attrape froid par la tête, ça s'oublie, ça se disait, début du XXe siècle, ça se dit plus. Donc un petit bonnet en coton, par exemple, vous voyez des choses toutes bêtes. On peut langer son bébé. Il y a des vidéos sur internet pour savoir langer son bébé. Heu, ces vidéos, elles vous montrent des aspects très pratiques, si vous voulez. Hem, le bébé, au début et assez longtemps, en fait, hein, même, je trouve, il a le réflexe de Moro, vous savez, après la naissance, c'est-à-dire qu'il écarte les bras, il a l'impression qu'il va tomber et hop, il se met à pleurer. Voilà. Ça, c'est un enfant qui est pas bien calé, si vous voulez. Alors, la tendance maintenant, c'est de mettre les bébés sur le dos. Heu, moi, je les mettais plutôt sur le côté et je roulais une ancienne, les anciens langes bien chauds en coton chaud ou en coton laine dans le dos. Voilà et il était calé et je bordais mon bébé et il était rassuré. Dans le ventre de la maman, il est serré. Et donc dans le lit, quand, la couverture, le drap, la couette maintenant appuie sur le côté de l'enfant, sur le corps de l'enfant, il se sent tenu, il n'est pas perdu, vous voyez? Il faut que le mais il faut pas le mettre dans un grand lit, il faut le mettre dans un petit endroit où il est serré, il est coincé un petit peu, vous voyez? Voilà et alors pourquoi langer? Hem Il y a une philosophie derrière le lange. C'est surprenant, mais ou comme, derrière le non-lange. Si vous voulez, on va de plus en plus vers la liberté des enfants, vous poussez un petit peu, l'enfant doit faire ses expériences, vous poussez un petit peu le raisonnement, c'est la on admire l'enfant petit génie qui à 4 ans sait répondre à sait poser des questions d'une intelligence, d'adulte et cetera, voilà. Heu, l'enfant, il est pas fait pour être surintelligent, c'est pas ce qu'on attend de lui. On attend de lui qu'il soit un être, au tout début, un être équilibré, qu'il ait une satiété d'affection et qu'il ait que son comment dire? Qu'il s'épanouisse dans un équilibre, qu'il y ait un équilibre dans lequel il pourra ensuite, ça c'est ce qu'on appelle un peu former les cases du cerveau, dans lesquelles ensuite il viendra remplir, par des données, l'intelligence, voilà. Mais nous, dans le tout petit âge, nous formons simplement ces cases et et l'environnement stable favorise énormément la stabilité future de l'adulte. Donc langer l'enfant, c'est donc le maintenir dans une position, où il n'a pas une totale liberté et d'abord ça le rassure, et puis ça lui apprend que, heu, l'adulte lui donne sa place. Vous voyez? C'est tout à fait, ça paraît surprenant ce que je vous dis. C'est tout à fait inconscient bien sûr, mais voilà,
Il n'est pas là pour être libre. Il est là pour, il est là pour être rassuré, guidé. Voilà. Et alors il ne faut pas non plus trop serrer, paraît-il, le lange. Moi, je le serrais peut-être davantage que ce qui est expliqué maintenant, voilà. Mais vous tenez, il y a des 2 comment dire? 2 idées, voilà, il y en a qui pensent qu'il faut que les bras soient libres, d'autres que les bras soient serrés. Moi, je pense qu'il faut que les bras soient tenus, voilà. Il faut apprendre à l'enfant, qu'il peut se rassurer en étant tenu par ses parents, tenu par le lange, voilà. Et souvent, bien écoutez, ça fait des bébés plus calmes aussi, vous voyez? Avant, dans les fermes, c'était tout à fait surprenant. On langeait le bébé, on accrochait, le bébé à la poutre centrale. Comme ça, il n'y avait aucune araignée qui lui montait dessus ou des bestioles, des lézards, des choses comme ça, et cetera. Et donc il était quasiment vertical, hein, et on le laissait, on allait au champ. Voilà. Bon, personnellement, je ferais plus ça maintenant, mais voilà, c'est dire que ça s'est fait, que ça devait marcher si ça s'est fait sur des générations. Voilà. Hem, à partir de 3 mois, il arrive que le bébé se réveille. Ça arrive souvent, voilà. Il ne faut pas se précipiter. Il y a des théories qui disent: «Il ne faut pas laisser pleurer son enfant, il faut le bien-être de l'enfant» et cetera. Ça, c'est l'idée de l'épanouissement de l'enfant. Votre enfant, il va apprendre petit à petit que la vie, c'est un combat. Alors, il a ce tout petit combat, il a froid, quand il est tout petit, il a faim. C'est déjà un immense combat pour lui, vous voyez? Et il faut, l'idée d'une maman, ce ne doit pas être l'idée d'une maman catholique. Ce ne doit pas être, vous savez, l'éducation bienveillante. C'est l'enfant doit être heureux tout le temps. Mais non, parce que vous allez contrarier votre enfant. Pour faire un bel arbre, il faut l'émonder, il faut le tailler. Eh bien, vous allez le contrarier à certains moments. Vous allez lui dire: «Non, tu ne peux pas faire ça». Voilà. Et et bien donc quand le tout petit bébé de 3 mois pleure, je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour aller il faut d'abord écouter ses pleurs. Vous avez différentes pleurs, vous avez les pleurs, il est un petit peu gêné, il a un petit rien qui le gêne et cetera. Il va pleurer pendant, 20 secondes et puis il se rendort. Bah, faut le laisser se rendormir, faut pas aller l'embêter. Voilà. Et puis s'il commence à pleurer, davantage, hem, voilà, on peut essayer, on se rapproche de lui. Déjà, quand on s'approche, il entend qu'on s'approche. Ce pas, si il s'arrête et qu'il vous écoute un bon moment, c'est qu'il vous appelait, en fait. Il a besoin simplement d'être rassuré. Ça s'entend, vous voyez? Hem Et quelquefois, bah, il se remet à pleurer et cetera. Alors avant de lui parler, il y a plusieurs étapes, tout doucement en fait. Vous lui posez votre main, vous posez votre main sur lui et vous faites peser un peu votre main et il va sentir votre présence. Il la connaît, il connaît votre odeur, il voilà, il va sentir cette présence et ça peut le calmer, ça peut être un stade pour le calmer. Certains bébés sont plus sensibles à la caresse. La caresse, c'est très apaisant. Voilà. Alors une petite parenthèse quand même, dans les maternités, on fait beaucoup de massages. On est beaucoup massage, massage. Alors le massage, comment dire? À but thérapeutique, c'est très bien, hein. Vous avez des massages, sur le ventre de droite à gauche, je crois plutôt sur la partie gauche du ventre qui permettent, à l'enfant, l'évacuation, vous voyez, du tube digestif. Donc tout doucement, voilà, ça peut aider l'enfant. Et puis vous avez ces palpations, ces massages de bien-être et cetera. Je ne suis pas sûre que ce soit bien. Je m'y suis toujours opposée pour mes enfants parce que ça développe énormément la sensualité et je pense il y a des petites délicatesses, des petites discrétions qu'il faut avoir. Votre enfant, c'est un futur adulte et il faut l'aider il aura des combats à mener plus tard et déjà tout petit, vous pouvez contribuer, je pense, à l'aider à mener ses combats. Voilà, donc si vous lui faites des caresses sur le front, sur la tête, vous voyez? Ou bien sur les épaules, voilà. Mais ce sont des caresses j'ai envie de dire, de possession en quelque sorte, vous voyez? C'est-à-dire de dire: «Je suis là, je veille sur toi». Voilà. Heu,
quelque chose qui va être très important, c'est votre langage. J'en ai dit un tout petit mot. Je pense que ça fait partie des grands secrets. Je vous donnerai je vous donnerai une série de petits secrets comme ça, que j'ai lus, que j'ai pratiqués, le fait de rester calme. Votre calme, comment vous dire, va influencer vos enfants. Le tout petit bébé, mais le grand après, hein. La véritable autorité reste toujours calme. Donc je dois vous paraître parler, je dois sembler paraître très autoritaire, etc. Mais c'est simplement que notre but, c'est de canaliser, de guider l'enfant, vous voyez, pour que petit à petit, il puisse prendre après son indépendance. Mais il faut lui donner ses guides. Voilà. On voit beaucoup d'adultes qui manquent d'équilibre. Et je pense que c'est lié à ces petites années, à ces premières années, vous voyez. Voilà, donc je pense aussi qu'il ne faut pas trop rester dans sa chambre. Bon, bien sûr, s'il continue à pleurer, eh bien, oui, terminons. S'il continue à pleurer, eh bien, vous le prenez dans vos bras, vous le serrez un peu. Le fait de tenir l'enfant un peu serré, ça le rassure énormément. Je connaissais même une maman qui me confiait ses enfants. Ils arrivaient bien sûr chez moi, ils pleuraient parce ils n'étaient pas chez eux, etc. Elle les prenait contre eux, le visage contre son corps, contre sa poitrine. Elle les serrait 10 secondes, l'enfant s'endormait, elle le posait dans le lit, il dormait encore. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça, mais voilà, et elle m'a dit qu'elle n'était pas la seule à le faire. Donc certaines mamans ont cette capacité peut-être à le faire, voilà. Donc vous parlez à votre enfant, vous lui chantez une berceuse, vous lui parlez de son ange gardien, vous le confiez à la Sainte Vierge, à son ange gardien. Voilà. Quand il continue à pleurer, alors il y a bien sûr des choses médicales auxquelles on peut penser, hein. Il y a le reflux gastro-œsophagien, il y a l'ostéopathie, hein, l'ostéopathie postnatale, c'est assez souvent conseillé. Par exemple, cette manipulation très légère sur le crâne, parce que l'enfant aurait eu une petite pression au moment de la naissance, ou sur certains os, ou l'ostéopathie peut développer aussi le réflexe de succion, peut donner plus de tonicité à la succion, voilà. En tout cas, voilà, comment dire? Aller progressivement pour calmer l'enfant, vous voyez? Se donner toujours des possibilités d'aller plus loin. Pour le calmer. Je pense qu'il ne faut pas rester tout le temps dans sa chambre. Il ne faut pas rester trop. Tout petit, effectivement, on cherche souvent à endormir l'enfant avant de le poser. Mais dès qu'il grandit, quand il a passé 3 mois, il faut accepter de le poser alors qu'il ne dort pas, de le poser dans son lit alors qu'il ne dort pas, vous voyez? Je pense qu'il faut éviter les cododos parce que c'est très difficile d'y mettre fin. Et puis parce que ça fait rentrer dans la mère, dans l'esprit de la mère, l'idée qu'en fait, qu'elle est là pour son enfant. Bien sûr qu'elle est là pour son enfant, mais elle est là pour le tirer, pour le faire grandir, pour, heu, pour son bien, mais son bien supérieur. Voilà. Et donc elle n'est pas la femme de chambre, la servante de son enfant, vous voyez? D'ailleurs, souvent ça ne tient pas. On voit les mamans toutes ces mamans qui font du cododo, le bébé devient de plus en plus exigeant, elle craque. Voilà, c'est rarement, moi je connais pas beaucoup de cas où le cododo est réussi, hein, voilà. Et puis alors il y a aussi toute cette tendance de dire: «On donne à volonté», nourrir l'enfant à volonté. Je ne suis pas certaine. Moi, je l'ai fait pour un de mes enfants, ça a pris, et je vois autour de moi, les mamans sont fatiguées. Heu, voilà, tout doucement, c'est pas toujours facile, hein, mais tout doucement, amener les bébés à avoir des tétées plus régulières ou des biberons plus réguliers. Pour ça, il faut que la tétée soit active. Il faut se dire que la tétée, elle doit durer, pour un enfant qui est un peu lent ou bien qui fait des caprices et cetera, maximum une demi-heure. Donc vous activez la tétée du bébé. C'est-à-dire qu'il pleure un peu, vous savez que c'est son heure, vous le laissez un tout petit peu pleurer quand même, vous voyez? Pour être sûr que c'est ça. Et donc vous prenez votre bébé, un bébé en bonne santé, il est vorace, hein. Il se jette sur le biberon, sur le sein de sa mère, il est un peu vorace. Et donc il faut voilà, il faut que ça reste actif. Il faut pas, on ne le change pas, pendant 10 minutes en lui parlant au milieu de la tétée. La tétée, c'est comme le repas, on ne traîne pas. Voilà. Heu
on se précipite pas, on fait ce qu'il faut, mais on traîne pas. On essaye petit à petit d'amener l'enfant à une tétée de 20 minutes, voilà. Et puis pour la maman d'ailleurs, souvent, enfin, quand on nourrit soi-même son enfant, c'est mieux, ça évite beaucoup de petites choses que vous connaissez, voilà. Alors j'ai vu aussi des mamans, ça c'est la fatigue et l'énervement, qui pour, calmer leur enfant le secouaient. Heu, quand votre enfant sent que vous êtes énervé, vous pouvez toujours le secouer, hein, il s'endormira pas, voilà. Ou il mettra beaucoup plus de temps à s'endormir. Donc c'est toujours retour à ce secret, restez calme. Reprenez votre calme, hein, quitte à vous poser votre enfant 1 minute, vous allez marcher, vous faites un petit tour et vous revenez et vous le reprenez et vous voilà, vous avez repris votre calme, voyez? Voilà, la fin des 3 mois, c'est souvent le moment, où la maman a un petit coup de blues. Soit qu'elle est fatiguée parce que le rythme a été, terrible. C'est un rythme, voilà, qui n'est pas le sien, elle manque de sommeil, puis elle a les pleurs de son bébé dans la tête, voilà et puis il y a beaucoup de choses. Il y a le bébé quelquefois c'est le dernier et avant il y en a d'autres dont il faut s'occuper donc voilà. C'est, et puis il faut bien dire, elle a besoin de prendre l'air, elle a besoin de sortir. Dans ces moments-là, il faut s'organiser pour sortir un petit peu. Oui, mais il faut pas emmener son bébé. Il faut pas changer le rythme de son bébé. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'emmener son enfant, dans les magasins avec soi, pour le coller tout le temps avec soi et tout ça, vous voyez? Je nous n'entendons plus parce qu'on a l'habitude, mais l'enfant perçoit tellement de bruits, de choses qui sont agressives pour lui, vous voyez? Et il perçoit des choses, voilà et même chose, quelquefois, quand le bébé est petit, on en a pour 2-3 jours pour retrouver le calme, 2-3 nuits, voilà. J'ai même vu une fois, la maman avait regardé un film un peu stressant le soir, eh bien les 2 nuits qui ont suivi ont été terribles. Voilà, parce que le bébé, c'est une éponge, il perçoit le stress de la maman, vous voyez? Donc on veille sur soi, c'est voilà. De 3 à 6 mois, l'enfant fait encore 3 siestes et c'est important. Matin, après-midi, début de soirée. Le début de soirée de 18 à 19 heures, même s'il ne dort pas, mettez-le dans des conditions qui permettent qu'il se repose, vous voyez? S'il y a les autres enfants, bah, c'est la voilà, hein, ce sont des rires, des jeux et cetera et c'est très bien, voilà. Mettez-le un petit peu de côté, essayez de lui voilà, de le mettre en condition pour qu'il puisse se reposer. Souvent, il pleure à cette heure-là. C'est une heure, normale, parce qu'on dit, j'avais lu il y a longtemps qu'en fait, c'était l'heure de la déprime. En fait, c'est au moment où le soleil, se couche, si vous voulez, il y a toujours une petite déprime. Quand on est, les grands dépressifs, c'est à ce moment-là qu'ils vont pas bien. Heu, voilà, il y a un petit creux. Je ne sais pas, c'est lié à la pression atmosphérique apparemment, mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, voilà. À partir de 6 mois, le petit enfant fait 2 siestes, qui peuvent durer de 20 minutes à 3 heures et on ne couche pas son enfant avec son bébé avec son biberon, hein. Rien dans le lit. Au début, rien dans le lit. Jusqu'à 1 an, parce voilà, il n'y a pas besoin. Le bébé, il va chercher ses doigts, il va et ce sera mieux qu'il tette ses doigts, vous voyez? Voilà, oui. Alors ensuite je passe de 1 à 2 ans. Il faut essayer de garder les horaires. Donc toujours être le plus régulier possible, pour soi, pour l'enfant, vous voyez? Après les repas, il faut essayer de le coucher rapidement. Après le repas, il y a la prière du tout petit, c'est juste avec lui, et on n'a pas besoin de se mettre, devant l'oratoire et tout ça, juste, devant son lit. On a mis une jolie image de la Sainte Vierge, de l'enfant Jésus, voilà et on remercie pour la journée. On remercie d'avoir une famille catholique. On le confie à sa maman du ciel. On envoie un baiser à l'enfant Jésus et voilà et on le couche. Vous voyez, il y a pas grand-chose. Vous voulez lui chanter un Je vous salue Marie, un Salve Regina, une toute petite chanson, voilà. Mais, il y a pas besoin de faire, c'est pas utile, si vous voulez, de mettre l'enfant dans le cosy, à côté de nous et de lui faire écouter le chapelet et toute la prière avec toutes les litanies, qui durent, 3/4 d'heure, c'est ça tout petit âge, je ne crois pas que ce soit utile. C'est une tendance qui est née, heu, j'ai envie de dire dans les années 80 à peu près, d'emmener son enfant partout, tout le temps et cetera. Je À chaque âge,
suffit sa peine. Voilà, et l'enfant ne doit pas vivre au rythme des parents. Il a son rythme et c'est d'une certaine manière, c'est d'une façon de le respecter que de lui laisser son rythme. Hem, on voilà, par contre, le soir, on continue à vivre sa vie de prière en ménage. Heu, voilà, heu je veux pas du tout me donner en exemple, mais c'était une façon on nous avait conseillé, par exemple, s'il y a des enfants, vous voyez, un petit peu plus grands, parce qu'il faut serrer un petit peu le bébé et les petits-enfants, et les enfants de jusqu'à 6 ans et ça, on peut faire la prière avec les enfants, courte, j'y reviendrai et ensuite, après le cou quand les parents sont amenés à se coucher, ils font la prière tous les 2. Ils terminent leur prière tous les 2. Avant, souvent, on mettait des prie-dieux au pied du lit. Le crucifix en tête de lit et le prie-dieu au pied du lit. Voilà, c'est une chose qui peut peut-être vous aider. Heu, voilà, si on ne récite pas trop tard le chapelet, on peut laisser le plus grand enfant, un peu plus grand, voilà, ou le laisser dans son parc à la limite, mais seulement s'il ne fait pas de bruit, vous voyez? Heu, j'ai envie de dire l'enfant, il doit apprendre à respecter la prière. Il faut que dans la prière, c'est pas le fait que l'enfant suive bien la prière qui est important au début. Dans la prière, ce qui est important, quand l'enfant est là, c'est qu'il réalise qu'il est devant un être immense, important et qu'il doit respecter cette prière, qu'il doit respecter cet être. Dieu passe avant lui. On ne dérange pas le bon Dieu, on respecte le bon Dieu. Voilà, de même que c'est pas forcément utile de l'emmener à la messe, surtout s'il fait trop de bruit. Heu Parce qu'il ne va pas suivre, vous non plus, et les voisins encore moins. Voilà, c'est choquant ce que je vous dis, c'est sûr, parce que ça ne se fait plus comme ça. Mais, vous voyez, avant, on emmenait les enfants vers 6 ans à la messe. Avant, j'ai même entendu dire qu'ils étaient attachés, entre 5 et 6 sur des petites chaises, des chaises qui étaient conçues pour ça, accrochées au banc d'église, vous voyez? Le mieux, c'est que les parents aillent séparément, c'est loin d'être facile, hein. Si vous ne pouvez pas, bien écoutez, il faut sortir. Il faut sortir, voilà, parce que c'est le bon Dieu qui prime. Ou alors, je ne sais pas si madame Olympie est d'accord, pour ceux qui sont à Guingamp, vous le mettez à dormir à côté avec un babyphone silencieux, par exemple. Vous voyez? Vous ne sortez que quand, voilà, ça prend on sait que ça pleure. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'avait pas été à la messe avant ses 6 ans. Mais, on lui avait donné une telle, comment dire? Un tel sens de la présence de Dieu que quand c'était l'heure de la messe, elle marchait dans la maison sans faire de bruit, pour ne pas troubler la présence réelle. Vous voyez? Elle avait déjà ce sens, merveilleux de voilà, de de Dieu, de la présence de Dieu. Voilà. Hem, à partir de 3-4 ans, quand ils se tiennent mal à la prière, il faut les éloigner. Voilà, la prière, en quelque sorte, ça se mérite, voyez? Plutôt que de gronder un enfant tout le temps et cetera, il vaut mieux le priver de sa prière. Voilà, après à 5-6 ans, si vous le privez de la prière, il est obligé de la refaire tout seul après tout c'est pas la même chose, vous voyez? Mais tout petit, les enfants, c'est quand vous priez, vous, en bas, dans le séjour et cetera, l'enfant dans sa chambre, il le sait. Il le sait, il le sent, voilà et dans les tout petits âges, en quelque sorte, ça suffit. Voilà, j'espère que ça ne vous choque pas. J'espère que vous n'hésiterez pas à poser de questions si ça vous surprend trop. Heu, voilà, par contre, à partir de 1 an, on peut mettre une petite peluche, un petit lange dans le lit. Je trouve qu'il faut mieux éviter les veilleuses et les tétines, pour les mêmes raisons. C'est qu'après, on a du mal à s'en séparer. Puis la tétine, ça développe le réflexe de succion, toujours la satisfaction des sens et il faut essayer de ne pas trop mettre la tétine, voilà, ne pas du tout utiliser de tétine, ce serait mieux. Par contre, si vous avez un enfant qui ronfle bruyamment, qui est somnambule, c'est pas normal, il faut consulter. Heu
voilà, si vous êtes amené à vous absenter, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'expliquer à l'enfant ce que vous faites. Il faut qu'il vous fasse confiance, c'est tout. Vous lui dites ce que vous avez à lui dire, mais pas tout. Donc vous couchez vos enfants vous-même, surtout les premières fois, par exemple, si vous avez, le soir, vous absentez, il y a quelqu'un qui vient, un jeune, par exemple, qui vient garder les enfants, vous leur faites un gros câlin, voilà, vous les couchez et voilà, vous leur dites que, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est là dans la maison avec qui vous parlez et cetera. Vous n'êtes pas obligé de leur dire au début que vous partez, vous voyez? Parce que les enfants ne sont pas aptes à comment dire? À faire face à certaines informations tout de suite. Vous leur mentez pas, mais vous ne leur dites pas tout. Voilà, puis pour le sommeil, une des choses importantes, c'est qu'à partir de 15:00, il y a plus de boissons énergisantes, hein, plus de jus de fruits, de choses comme ça, voilà. Ou au moins à partir de 16:00 en tout cas. Mmh. Et le soir dans les repas, eh bien, il faut privilégier les sucres lents et plutôt les fruits cuits. Voilà, pour les petits enfants. À 5 ans, il faut maintenir la sieste obligatoire. Il est faux de penser que, la nuit sera meilleure si on fait sauter sa sieste à l'enfant. J'ai cherché un petit peu justement et en fait un pédiatre spécialiste du sommeil disait que la sieste aide au sommeil de nuit. Certains font 2 siestes encore, hein, même à l'âge de 5 ans, mais il faut les laisser faire 2 siestes. Quand ils se frottent les yeux et cetera, vous les allongez. Ils sont pas d'accord, bien sûr, parce qu'à cet âge-là, l'enfant ronchonne, là, il n'a pas envie de se coucher. C'est pas grave, voilà. Heu, Moi, je vais vous choquer, mais j'attachais mon enfant au lit. C'est-à-dire qu'il y avait la turbulette, j'attachais la turbulette au matelas. L'enfant, ça le choque pas du tout, hein. Un jour, j'ai retrouvé un de mes garçons, il était en train de jouer au Playmobil de son frère dans la chambre, tranquillement, hein, quand je l'ai trouvé à la fin de la sieste. Il avait fait aucun bruit. Il avait le matelas dans le dos, ça lui posait aucun problème. Bon, bah, j'ai attaché la turbulette au sommier. Voilà. C'est quand c'est l'heure de se reposer, on se repose. On peut pas dormir, c'est pas grave, au moins on s'est reposé un petit peu. Ouais et la maman, si elle a pas réussi à avoir une nuit complète, eh bien il faut se reposer aussi un petit peu. Il y a des techniques de repos, on s'allonge, 10 minutes sur le dos, les avant-bras sur les yeux, en relevant un petit peu les jambes et on respire par le ventre, lentement et profondément. Et il y a je sais pas, un déclic qui s'opère, et on récupère du temps de sommeil. Voilà, donc c'est sûr qu'à 5 ans, l'enfant, il va renâcler pour se coucher. Mais vous ne lâchez pas. Il ne faut pas lâcher. Voilà, gentiment, sans se mettre en colère et cetera, mais c'est ainsi et surtout alors, c'est aussi un petit secret, les petits âges jusqu'à 6 ans, vous ne vous justifiez jamais à l'enfant. Vous ne lui expliquez pas, vous ne négociez pas. Alors c'est choquant, ça va vraiment à contre-courant, c'est sûr, hein, mais si vous vous justifiez, ça veut dire que, vous mettez, l'enfant au niveau de votre décision. Si vous lui expliquez, ça va encore plus loin même d'une certaine manière, c'est que ça veut dire qu'il doit adhérer à la décision que vous prenez. Mais l'enfant qui adhère à la décision que vous prenez, à qui vous donnez finalement le choix d'adhérer, il va apprendre petit à petit à se fier à son propre raisonnement et vous allez avoir un enfant inquiet. Tout le temps inquiet, non seulement un petit raisonneur, si vous voulez, une petite insolente, et cetera, mais vous aurez un enfant inquiet parce qu'en fait, il sait très bien qu'il ne veut pas se fier à lui. Il sait très bien qu'il ne connaît pas les choses inconsciemment, il voit bien et et ce sera un enfant difficile. Voilà et donc il ne faut pas expliquer les choses. Il faut tout simplement lui dire: par exemple pour la sieste, «Tu dois te coucher parce que c'est bon pour toi». Et puis parce que papa l'a dit, alors surtout veillez bien à ce que la mère soit le canal de l'autorité paternelle. Voilà, papa l'a dit, donc c'est bien. Et alors peut-être que vous pouvez entendre quand il dit que voilà, vous voyez bien qu'il dort moins, vous raccourcissez la sieste. Mais si vous la raccourcissez, ce n'est pas parce qu'il a négocié. À 5 ans, il négocie sa sieste. Maman, dans combien de temps tu me lèves, etc. etc. Non, on ne négocie pas. Vous dire, s'il vous dit, mais je veux dormir moins longtemps, etc., c'est trop long la sieste, vous en prenez acte, vous allez le lever un peu plus tôt. Mais vous n'allez pas lui dire, bon, bah, très bien, cette fois-ci, je t'accorderai une demi-heure parce que c'est trop long pour toi, etc. Non,
Non, il ne faut pas se justifier. Voilà. Vous représentez, et ça j'en reparlerai après, ça me paraît très important, vous représentez l'autorité divine. Dieu vous a délégué son autorité pour ce petit être. Dieu ne se justifie pas. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire que vous vous posez des questions, vous allez vous demander avec votre mari s'il faut faire telle ou telle chose ou si c'est bien ou pas. Voilà. Mais ce n'est pas à l'enfant que vous allez demander son agrément. Voilà, 5 ans et même jusqu'à 12 ans, c'est l'âge des cauchemars, des terreurs nocturnes. D'où l'importance de faire parfois dîner les enfants séparément de nous. C'est-à-dire que nous avons des discussions. Vous voyez bien sur le groupe Saint-Antoine, par exemple, là, il y a des discussions qui inquiètent les parents, et cetera. En prenant un exemple tout récent, la radio, il y a des événements, et cetera. Nous savons, nous sommes dans un monde qui nous est très hostile. Pour construire un enfant, ce n'est pas ce qu'il, il faut le mettre à part de ça. Il faut le préserver. Le début de l'éducation, c'est quand même, c'est construire un petit fortin, si vous voulez, une tour intérieure. Vous la construirez pas si elle est tout le temps agressée par l'extérieur, voyez. Donc il faut la protéger cette tour au début. Ah, c'est sûr que c'est mal vu, c'est pas dans le politiquement correct, etc. Mais il faut la protéger. Il faut préserver son enfant de l'extérieur. Et petit à petit, vous l'ouvrirez. Et il sera plus fort pour faire face à cet extérieur. Voilà, et c'est même chose, je voulais dire aussi, voilà, d'éviter d'emmener les enfants trop partout. Même dans les magasins où vous avez une musique qui va pas très bien, vous avez des intonations de voix qui ne sont pas bonnes, vous avez des images qui sont affreuses, voire pire. Et nous, quelquefois, nous passons à côté parce qu'il y en a tellement, on les voit pas, mais eux les voient, hein. Eux les voient beaucoup plus que nous, voilà. Voilà, pour pouvoir coucher les enfants assez tôt, il faut démarrer les bains assez tôt aussi. Je développerai tous ces petits détails sur le bain et tout ça. Et il faut enchaîner sans traîner. C'est-à-dire bain, dîner, petite prière, petite lecture du soir peut-être éventuellement, voilà, un petit peu plus grand, petit examen de conscience, mais voilà, il faut enchaîner les choses. Nous-mêmes, il faut bien dire, on encaisse la journée, on est fatigué à ce moment-là. Et pourtant, il faut prendre sur soi pour enchaîner les choses, voilà. Et l'enfant, vous couchez l'enfant et après, c'est votre moment avec votre mari. Oui. Ou pour vous, si vous avez besoin de, voilà. Voilà, quand l'aîné des enfants a 2-3 ans, un petit peu plus, 4-5 ans, on dit une petite prière en famille. Alors, il faut un joli oratoire. Vraiment, il faut soigner votre oratoire. C'est simple, quand on rentre dans la maison, il y a un critère, hein. Si vous faites rentrer quelqu'un dans la maison, rapidement dans le séjour, il regarde l'oratoire, c'est que l'oratoire est joli. Il arrête l'œil, vous voyez. Voilà. La prière, il vaut mieux qu'elle soit courte, c'est ce que je vous disais, et que les enfants se tiennent impeccablement, c'est-à-dire à genoux, complètement, les mains jointes, droites comme les petits enfants de cœur, voyez. Et on ne peut pas tenir longtemps comme ça, forcément, hein. Mais vous devez mettre à la limite, vous mettez votre enfant entre vos genoux. Vous ne le permettez pas de s'asseoir sur ses talons. Il est à genoux et vous lui tenez les mains gentiment, mais voilà. Et vous pouvez les lâcher s'il les maintient, vous voyez. Mais vous l'aidez à tenir les mains, vous l'aidez à se tenir, voilà. Il faut vraiment qu'il apprenne qu'on ne se moque pas de Dieu. Pas de quatre pattes, pas de, voilà, pas de rire, pas de rien. Sinon, on va dehors, voilà. Et ce respect, ce respect de Dieu, ça va énormément vous aider pour la messe. C'est simple, les petits-enfants qui se tiennent bien à la messe, un autre petit secret, il y a 2 choses pour qu'ils se tiennent bien à la messe. C'est qu'ils se sont bien tenus à la prière tous les soirs et que la maman, petit à petit, a expliqué la messe. Voilà. Et quand vous avez fait ces 2 choses, vous avez tenu un petit peu, l'enfant se tient bien à la messe, tout naturellement. Vous voyez? Voilà. Bien sûr, il faut préparer. Quand vous avez un enfant qui est un petit peu remuant, difficile, et cetera, vous voyez? Eh bien, n'hésitez pas à préparer votre enfant à la prière. C'est-à-dire, vous allez dire: «Nous allons dire la prière devant le bon Dieu». Alors devant le bon Dieu, on se tient très sagement. On est comme un petit ange qui adore le bon Dieu. Voilà. Et puis à la fin de la prière, on le félicite parce qu'il s'est bien tenu. Voilà.
donc j'arrive sur la fin. Moi, je pense qu'à partir de 4 ans, on peut commencer un petit examen de conscience. Donc, on ne va pas lui créer des idées qu'il n'a pas, hein, mais il faut savoir qu'à 5 ans, vous avez des petits-enfants qui peuvent communier. Quand on communie, saint Pédis disait que ce sont les parents qui ont, comment dire, les grâces pour savoir si l'enfant est apte à faire sa première communion. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est apte à faire la différence entre le péché véniel et le péché grave, mortel. Vous imaginez, quand on en est à ce stade-là, à 5 ans, la conscience est déjà aiguisée. Et donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, hein. Moi, j'ai vu des petits-enfants, la conscience, il a vite conscience de certaines choses, vous voyez. J'ai même vu un petit enfant, on lui parlait du paradis, etc. Il est devenu tout triste. Il pensait qu'il irait jamais au paradis, vous voyez. Il n'avait pas 5 ans. Donc ça, c'est des enfants qu'il faut aider, qu'il faut remonter, parce qu'il ne faut pas rester comme ça. Un enfant, la nature d'un enfant, c'est d'être joyeux. Voilà. Un enfant qui va pas bien, il est triste. Voilà. Mais alors, il va être triste pendant un moment, c'est une petite chose. Mais voilà, nature d'un enfant, c'est d'être naturellement assez joyeux. Quand on fait l'examen de conscience, j'ai vu plusieurs parents qui se cantonnaient simplement à évoquer ce qu'ils avaient vu. Par exemple, l'aîné qui a tapé son petit frère. Votre enfant, il a une conscience, il a déjà en germe, mais déjà, il a le sens de la justice, de ce qu'est le bien, de ce qu'est la bonté et même de ce qu'est l'intention droite. Et donc, vous devez l'aider à faire l'examen, à faire un examen sur son intention même. Alors, je le développerai plus tard, mais sur la façon dont il obéit, parce qu'il y a des conditions pour bien obéir, je vous les développerai. Voilà. Ensuite, donc vous devez l'aider à élever sa conscience, hein, vous voyez. Alors, s'il a tapé son petit frère, dites, voilà, est-ce qu'on a tapé son petit frère? Mais il faut aller plus loin, il faut lui donner cette notion d'injustice. Est-ce qu'on a tapé un plus petit que soi, en utilisant sa force? Est-ce qu'on a tapé un peu ou on a tapé beaucoup, vous voyez? Est-ce qu'on a tapé pour faire mal ou pour repousser l'autre? Ça, c'est la droiture d'intention. Est-ce qu'on a tapé dans le dos des parents? C'est une forme plus moins droite, si vous voulez, de désobéissance. Voilà. Et donc, il faut penser à comment dire, vous regardez les grandes lignes, c'est-à-dire le mensonge. Il y a des petits-enfants, voilà, qui peuvent mentir. La justice, donc l'obéissance. Voilà, c'est les 3 choses importantes, me semble-t-il, dans les petits âges, sur lesquelles il faut développer un petit peu. Il faut amener l'enfant à avoir une intention de plus en plus droite, de plus en plus pure. Voilà, ils sont touchés par le péché originel, donc voilà. Voilà, et puis vous ne ferez des saints que s'ils ont appris à beaucoup aimer et à aimer droitement, justement, pas pour paraître bien, mais pour être bien. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'espère que ces quelques considérations vous auront un peu aidé. Je ne sais pas si ça correspondait à vos attentes. Et je serais intéressée par vos réactions pour savoir si justement vous auriez eu besoin de développement soit plus pratique, soit au contraire d'un autre registre. Voilà. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Radix iesse germinans flosculum, nos adesse tecum in seculum patiari. Inter spinas, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelari. Armatura fortis pugnantium, furunt bella tende presidium scapulari.
incerte prudens concilium per adversa iuge solatium largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beari. Paradisi clavis et ian